Bien, bonjour professeur Kosovar, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui à Zurich. Bonjour mademoiselle Bacala, Ça fait enchanté. 2 ans qu'on s'est vus, quasiment 2 ans et demi, même Le temps plus, passe. presque 3 ans. C'était Wow. le 25 janvier 2019. Ok. Je suis arrivée à Zurich pleine d'espoir et vous m'avez regardé marcher et puis en analysant ma démarche et tout un rendez-vous qu'on a passé ensemble, vous m'avez fait donc ce diagnostic et puis une opération 6 mois plus tard. Voilà. Je dis toujours aux collègues, la consultation, elle ne démarre pas dans le bureau, elle démarre déjà quand on va chercher la patiente dans la salle d'attente. Et c'est vrai qu'il faut regarder la marche, c'est très très important. Ouais. Donc, à la suite de ce rendez-vous, j'ai trouvé que tout ce que vous m'aviez indiqué était tellement pertinent et j'étais presque choquée, on peut dire choquée qu'il n'y ait pas eu autant d'informations qui m'aient été données pendant tout mon parcours. Et j'ai donc décidé d'ouvrir ce groupe, cette page Instagram, et je l'espère prochainement cette association, pour parler justement des douleurs neuropathiques. Voilà. Donc vous avez créé quelque part une vocation parce que c'est vrai qu'on se dit que c'est dommage que l'information n'arrive pas aux patientes. Et l'idée c'est vraiment qu'aujourd'hui on puisse un petit peu expliquer ce que vous faites. Et puis j'avais à cœur de vous présenter aussi en tant qu'homme, voilà, de ce que vous êtes animé, enfin ce qui vous anime en tant que chirurgien. Et je trouvais que c'était beaucoup plus convivial de le faire voilà, via une vidéo, une interview, que si vous répondiez aux Merci questions. d'être venu à Zurich. Donc voilà, est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu rapidement votre parcours, qu'est-ce qu'est la neuropéléologie et ce qui vous a conduit du coup à créer cette spécialité? Mon parcours, il est déjà long. Hein. J'ai commencé mes études de médecine en 78, c'était à l'époque en France, à Nancy. À l'âge de 15 ans, j'avais fait mon baccalauréat, j'ai commencé mes études de médecine. À 22 ans, quelque chose comme ça, j'avais fini avec mes études de médecine et j'ai commencé avec de la chirurgie cardiovasculaire. La chirurgie cardiovasculaire, ça il ne faut pas le dire trop fort, mais à l'époque, après 5 6 ans, c'était un peu de la monotone, un peu de la monotonie. C'est toujours la même chose, ça il ne faut pas le dire trop fort, mais c'était comme ça. La chirurgie cardiovasculaire, il n'y a pas de dissection. Et en fait, on faisait tellement de travail, il y avait quelque chose à l'époque qui me manquait, c'était justement le contact avec la patiente. Et j'avais un ami en France qui était gynécologue qui m'a dit ça serait bien pour toi. Parce que là, tu as une chirurgie de dissection, la gynécologie, tu as de la microchirurgie, de la laparoscopie, l'oncologie, tu as tout, c'est une médecine pour soi. Et c'est vrai qu'il n'y en a que deux en fait. Il y a la pédiatrie et il y a la gynécologie, où on a vraiment tout un groupe, toute une médecine pour soi. Et alors j'ai commencé à faire de la gynécologie en 90. Pour ça, je suis allé en Allemagne. C'est le hasard, s'il existe, qui a voulu que j'aille en Allemagne. Et déjà à l'époque, ça m'avait aidé d'être cardiovasculaire. C'était dans le cadre du plan Erasmus. J'ai fait un stage en Allemagne. Il y a eu une complication vasculaire parce que j'étais chirurgien cardiovasculaire. J'ai réussi à contrôler la complication. Le chef de gynéco m'a proposé un poste et c'est comme ça qu'en 90 j'ai atterri en Allemagne. Et j'ai commencé avec de l'oncologie à ventre ouvert. Et alors j'ai eu le bonheur aussi d'apprendre à connaître quelqu'un de très très particulier. C'était le professeur Maurice Antoine Bruat. C'était le chef de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, vraiment c'est le haut bourg de la laparoscopie. J'ai également eu le plaisir de connaître Monsieur Sem. C'est lui qui avait fait aussi la laparoscopie en Allemagne. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la chirurgie laparoscopique. Et de par cette chirurgie, on est devenu de plus en plus radical, ce qui est très bien en oncologie. De l'oncologie, j'en suis venu à la chirurgie de l'endométriose. La chirurgie de l'endométriose, comme l'oncologie, on ne peut pas se permettre de laisser la moitié dedans. Il faut sortir l'endométriose, sinon la récidive est programmée. Et déjà à l'époque, alors là je parle d'il y a 15-20 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait une morbidité qui était énorme. Ça veut dire un grand nombre de nos patients avaient des problèmes de sexualité, n'arrivaient plus à vider la vessie, avaient de la constipation énorme. Et c'est vrai qu'il y a 15-20 ans, c'était considéré comme un signe de qualité de l'opération. Et à l'époque, j'ai commencé à faire ce chemin de me dire, est-ce que j'ai le droit vraiment de détruire la sexualité et les fonctions vésicales et digestives de ces patients, simplement pour payer le haut prix d'avoir réussi à enlever la maladie? Et je pense que non. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je me suis servi du laparoscope pour aller voir les nerfs
identifier ces structures, on n'arrivait pas à identifier à ventre ouvert. J'ai utilisé de mettre du courant sur les nerfs pour identifier les nerfs s'ils avaient une fonction motrice ou sensitive. Et en fait, c'était le départ de la neuropalvéologie. Et de là, il y a eu la première étape de la neuropalvéologie, c'était comment je préserve les nerfs pour éviter tous ces problèmes post-opératoires. La deuxième étape, ça a été de dire, ah ben maintenant je veux opérer les nerfs, je vais faire quelque chose avec ces nerfs. Ça, c'est l'endométriose du nerf sciatique, où il y a des tumeurs du nerf sciatique. Et l'étape la plus difficile, en fait, ça a été d'apprendre à faire le diagnostic. Comment je peux savoir, même sans une IRM, parce que la neurologie, c'est de la médecine clinique, si la patiente a un problème au niveau du nerf, à quel nerf et à quel niveau? Dans la tête, au niveau de la moelle épinière ou le petit bassin. Et ça, c'était le plus difficile, le plus laborieux en neuropalvéologie. Et mais c'est ce que j'essaie d'apprendre aux collègues, comment faire le diagnostic. Ça, c'est le plus important. C'est ce qui est aujourd'hui très difficile en France, c'est justement cette prise en charge, c'est la reconnaissance des douleurs, parce que s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'identification, on ne sait pas ce qu'on a, et ça peut aussi avoir des conséquences psychologiques importantes. Et on en parlait juste avant, et justement dans le cadre de cette endométriose et notamment des douleurs neuropathiques associées, ce diagnostic, vous me disiez qu'il était vraiment primordial. Ouais. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous trouvez que c'est vraiment important de passer par cette étape de diagnostic? En médecine, la qualité du traitement sera aussi bonne que le diagnostic sera. Ça veut dire, tant un neurochirurgien ne va pas s'amuser à ouvrir un cerveau pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau, il va avoir un diagnostic qui est clair, il va savoir ce qu'il va chercher, est-ce que c'est un anévrisme, est-ce que c'est une tumeur, à quelle place du cerveau. Il ne va pas se permettre d'ouvrir tout le cerveau, d'aller chercher à droite s'il reçoit l'information avant l'opération que c'est à gauche. Et dans le petit bassin, c'est exactement la même chose, d'autant plus que cette chirurgie des nerfs est très très dangereuse. On est quand même très très bas dans le petit bassin, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire à ventre ouvert. On est derrière les gros vaisseaux pelviens, dans les régions on apprenait quand j'étais jeune médecin, là il ne faut pas y aller, c'est trop dangereux. Parce que vous avez l'artère fémorale notamment. Voilà, il y a les gros vaisseaux. Et ça, justement, c'est ça le gros avantage de la laparoscopie. La laparoscopie, c'est quand même un microscope qu'on peut ramener partout dans le petit bassin. Ça veut dire on peut reconnaître les vaisseaux, on peut reconnaître les nerfs, on peut éviter les lésions de ces vaisseaux. D'accord. Et est-ce que justement, comment vous parvenez à identifier ces nerfs lors de l'examen clinique? Parce que là, vous nous parlez de quand vous opérez. Oui. Et quelles sont les douleurs typiques de ces endométrioses neurologiques? Quand vous arrivez, vous avez des patients en face, qu'est-ce qu'elles vous racontent la plupart du temps? Alors, il y a deux aspects dans votre question. La première, comment on fait le diagnostic? Il faut bien comprendre qu'un nerf, c'est comme un câble électrique. Ça veut dire, si vous rentrez dans une maison et on vous dit, j'ai un problème, j'ai pas de lumière, et ben vous allez regarder d'abord où est-ce qu'il y a de la lumière, où il n'y en a pas. Si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de lumière du tout dans cette maison, ben vous allez directement aller dans la cave au niveau de la centrale électrique. Si vous voyez qu'au premier étage, il n'y a plus de lumière et au rez-de-chaussée, il y a de la lumière, ben le problème, il va être entre les deux. Et les nerfs, c'est exactement la même chose. Il faut faire une synthèse de toutes les informations et c'est ça le problème. Il faut gagner toutes les informations tant au niveau de la douleur qu'au niveau des malfonctions ou alors des pertes de fonction de ces nerfs. Et la neuropalvéologie, c'est après cette synthèse. Et en fait, c'est l'inverse de la médecine normale. En médecine normale, moins on a de problèmes, plus ce sera facile de faire le diagnostic. En neuropalvéologie, plus vous aurez des informations, plus le diagnostic sera sûr, tant pour savoir c'est quel nerf, à quel endroit, et qu'est-ce que ça peut être. Le gros problème de la neuropalvéologie, c'est le temps. C'est pas de la bonne volonté de la plupart des collègues, c'est le temps. Et c'est une des raisons primordiales pourquoi j'ai arrêté mon travail d'oncologiste et de around endométrio-chirurgien, parce que j'avais plus le temps. La neuropalvéologie, c'est 1h30, 2 heures par patiente, juste pour savoir est-ce qu'il faut opérer, et si on opère, où il faut opérer, quel nerf il faut opérer, et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du nerf. Et le bénéfice-risque aussi de ces chirurgies-là, parce que c'est pas des chirurgies qui, comme vous dites, voilà, vous pouvez finir paralysé, vous pouvez perdre votre pied. Paralysé, on ne peut pas, parce qu'on opère dans le petit bassin, si on détruit les nerfs, il y aura des pertes de fonction, perte de la flexion des orteils, du pied.
Mais sensibilité, quoi. ça, c'est une des grosses peurs qu'il faut enlever aux patientes. Opérer au niveau des nerfs pelviens, il n'y a aucun risque de paralysie. Ça aussi, au niveau de la moelle épinière. D'accord. Et alors, quand vous me demandez les signes, c'est toute douleur, en fait, qui est décrite comme une brûlure, ce qu'on appelle neuropathique, une brûlure, un coup électrique, et qui surtout descend dans la fesse, au niveau du dos ou dans la jambe. C'est en général une douleur neuropathique d'un des gros nerfs du petit bassin. Et après l'examen, comme on le disait déjà, il faut regarder la marche. Ça nous montrera est-ce qu'il y a une lésion des nerfs ou il n'y a pas de lésion des nerfs. Donc quelqu'un qui a des difficultés à marcher, pour vous, c'est une lésion des nerfs. Ah oui, et le traitement dépendra de savoir s'il y a une lésion du nerf ou s'il n'y a pas de lésion du nerf. Si par exemple une patiente a été opérée à proximité des nerfs, il y a eu un hématome et cet hématome fait de la fibrose et cette fibrose elle entoure le nerf, ça fera des douleurs mais sans perte de fonction du nerf. Là il faut libérer le nerf. Si par contre la même patiente a été opérée et un nerf a été coupé, ça ne sert à rien, ça ne suffit pas d'aller dire bonjour au nerf, de le libérer. Il y a une coupure du nerf, et ça c'est le domaine de la neuromodulation. Ça veut dire, c'est exactement ce que je disais, il faut savoir où il faut aller, il faut d'abord poser une indication. Est-ce qu'on s'attend à trouver quelque chose dans le petit bassin? Il faut savoir où dans le petit bassin, et c'est pas seulement à gauche et à droite. Il faut savoir quel nerf, mais à quel niveau de ce nerf. Les nerfs, ils n'ont pas 1 millimètre, ils font tout un parcours dans le petit bassin. Et il faut savoir déjà avant d'opérer, qu'est-ce qu'on va faire à ce nerf? On va le libérer, on va le recoudre, on va en enlever une partie quand il y a une endométriose profonde où il faudra mettre une électrode pour le stimuler. Tout ça, c'est des informations que l'on peut gagner à l'interrogatoire et à l'examen clinique avant de faire l'opération. Il faut savoir où on met les pieds avant d'y aller. Et justement, quand ces patients, la plupart des patients qui viennent vous voir sont déjà dans des cas assez avancés, ont souvent des problèmes à la marche, déjà des douleurs neuropathiques assez avancées. Ben, un des gros problèmes, c'est vrai, la plupart ont des douleurs neuropathiques et des affections des nerfs qui sont relativement avancées. Le problème, c'est la façon de raisonner. La douleur neuropathique, ce n'est pas une douleur comme une autre. Si une patiente gynécologique qui vient et me dit « j'ai des douleurs dans le bas-ventre à droite », eh ben, je vais regarder s'il y a un kyste au niveau de l'ovaire, parce qu'il est en bas à droite. Je vais regarder est-ce qu'il y a un problème de l'appendicite, parce que l'appendice est en bas à droite. Ça veut dire dans la médecine, en gynécologie normale, on demande où vous avez mal, et c'est là qu'on va chercher le problème. Les nerfs, c'est complètement différent. Parce que les nerfs, ce sont des câbles électriques qui transportent une information de quelque part du bassin, de la peau, jusqu'au niveau du cerveau. Et ce câble électrique, peu importe où il est détruit, l'information n'arrivera pas au niveau du cerveau. Et c'est ça que je disais, il faut savoir où il est le problème, au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière ou dans le petit bassin. Et ça, c'est l'examen qui nous le dira, l'examen neuropelviologique avant même d'opérer. Et est-ce que toutes ces atteintes, selon vous, sont-elles opérables? Et est-ce qu'elles se voient aux IRM? Parce qu'on a souvent la question sur le groupe. Et en France, du moment qu'il y a des IRM et qu'il n'y a rien, malheureusement, certaines patients sont quand même laissés oui, à leur propre sort du fait qu'il n'y ait rien, alors que vous nous parlez beaucoup d'examens cliniques, d'études, d'écoute. Oui, parce que les nerfs, c'est un examen clinique, et ça, c'est déjà un des problèmes, parce que c'est qui s'opère des nerfs, s'occupe des nerfs, ce sont les neurologues. Un neurologue ne peut pas se permettre d'examiner une patiente, une femme par voie vaginale. Un homme peut-être, mais pas une femme. Alors que les nerfs, pour y accéder avec les doigts, pour les palper, ces nerfs pour appuyer dessus, pour voir si ça fait mal, il n'y a que 2 voies, c'est la voie vaginale et la voie rectale chez l'homme. Alors ça, c'est un problème. Le deuxième problème, l'IRM. L'IRM recherche quelle ampoule est détruite pour pouvoir dire la lampe ne marche pas. Alors qu'en neuropelviologie, je regarde quel câble électrique est détruit et pas l'ampoule. Et si le problème c'est le câble électrique, ben, je peux changer l'ampoule 10 fois par jour, ça ne me servira à rien. Ça veut dire l'IRM, oui, elle est indispensable parce qu'il y a des causes, des raisons pour les douleurs neuropathiques qu'il ne faut pas louper. Liées à l'endométriose notamment. Pas seulement, mais il y a aussi les tumeurs. Il y a des tumeurs des nerfs, il y a des tumeurs de l'os, il y a des tumeurs de la paroi pelvienne musculaire.
Je ne parle même pas de cancer, il y a d'autres tumeurs bénignes. Celles-là, il ne faut pas les louper. Et ça, c'est exactement la même chose. Avant d'y aller, avant de dire on va opérer, il faut savoir est-ce qu'il y a une tumeur au niveau du nerf pour savoir, là je vais devoir enlever cette tumeur et l'IRM nous aide pour savoir où elle est cette tumeur, est-ce qu'elle est plutôt bénigne ou elle est plutôt maligne. Maintenant, c'est vrai que dans la plupart des douleurs neuropathiques, l'IRM n'apportera rien. Si une patiente a été opérée et que 3 mois avant et qu'il y a un fil résorbable a été posé sur le nerf et induit ces douleurs, bah, l'IRM ne montrera pas ce fil, il est déjà résorbé après 3 mois. Ça veut dire ne rien trouver à l'IRM ne veut pas dire qu'il n'y a rien à trouver si on fait une laparoscopie. C'est pour ça l'indication d'y aller, de faire une opération, il ne faut pas toujours opérer, ça c'est clair. L'indication d'y aller, d'aller voir ce nerf, c'est une indication qui est purement clinique. D'accord. Ben, je vous remercie pour toutes ces précisions et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouveront dans le groupe sur ces informations et qui, j'espère, entendront que c'est aussi important d'être écoutées et d'avoir un bon diagnostic avant de tenter ou de se lancer dans une chirurgie et de prendre conscience de ces risques-là. C'est les petits détails qui font la différence. Exactement. Et pour ça, il faut avoir le temps, il faut être à l'écoute. Et l'expertise aussi. Du coup, sur la 4e question, je voulais qu'on parle de la fibrose, parce que ça, c'est dans mon cas quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Est-ce que donc, ces fibroses qui surviennent après une chirurgie, est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'on peut savoir en avance si certaines personnes ont tendance à faire de la fibrose? Oui, il y a des gens qui ont plus de tendance à faire de fibrose que d'autres. On le voit déjà au niveau de la peau. Il y a des gens, ils ont des cicatrices, on fait de belles cicatrices, ça vient très beau. Il y en a d'autres qui font des kéloïdes, on peut faire ce qu'on veut, la cicatrice n'est pas belle. Alors, c'est vrai qu'il y a une affinité pour la fibrose ou non. Maintenant, l'endométriose fait de la fibrose, tout hématome fait de la fibrose, ça veut dire éviter ou essayer de réduire la fibrose, ça commence déjà par essayer d'éviter l'hématome, ça ne doit pas saigner après l'opération. À Clermont-Ferrand, ça c'est important. À Clermont-Ferrand, ils ont déjà démontré dans les années 70 que un des gros problèmes des adhérences ou alors de la fibrose, c'est les tissus que l'on ramène de l'extérieur dans le ventre. Mais ça, c'est un gros avantage de la laparoscopie. On n'a pas de champ opératoire à l'intérieur du ventre. Il faut essayer d'éviter trop de sutures, trop de coagulation, trop de clips. C'est pour ça que, par exemple, quand on libère des nerfs, moi je propose d'utiliser la pince bipolaire et de couper, même si les nerfs sont irrités après l'opération, parce que mettre un clip à proximité d'un nerf, ça me fait peur. Ça peut entraîner une réaction fibreuse du corps contre ce clip et induire secondairement une autre douleur qu'on n'avait pas avant l'intervention. Qui sont des douleurs post-opératoires du coup, oui. Qui sont quand même fréquentes dans le cas des opérations, si tant est que la personne ne soit pas formée pour opérer sur les nerfs. Oui, pour opérer sur les nerfs, il faut être très humble, il faut avoir beaucoup de respect dans le cœur et il faut avoir le temps pour le faire. Ceci dit, la fibrose aussi, dans le cas particulier de l'endométriose du nerf sciatique, cette fibrose est primordiale. Parce que l'endométriose, c'est un processus inflammatoire. Ça veut dire vous avez l'endométriose, la partie active de l'endométriose, et autour il y a de la fibrose. Et quand on opère de l'endométriose du nerf sciatique, on s'oriente à cette fibrose. Ça veut dire, en d'autres termes, quand on opère une endométriose du nerf sciatique, on est très très heureux quand il n'y a personne qui a opéré à ce niveau-là avant nous. Parce que si on opère, qu'on s'arrête en cours de chemin, parce que l'opération est trop dangereuse, trop difficile, l'opérateur qui va devoir y retourner, il va avoir des gros problèmes. Il va avoir encore plus de fibrose. Il va avoir encore plus de fibrose et il aura des difficultés à reconnaître quelle fibrose vient de l'endométriose, quelle fibrose de la chirurgie. Et ça rend les choses beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que l'endométriose du nerf sciatique, c'est au niveau de la chirurgie neuropelvienne le plus haut niveau. Et quand on y va, il faut achever l'opération, il faut être sûr de son coup. Je vous remercie pour toutes ces réponses, c'est très intéressant. Ça donne vraiment des détails sur quelle est la bonne prise en charge, une meilleure information sur cette prise en charge. Je sais que vous êtes très investi dans la formation des chirurgiens et de ces opérations complexes dont vous voulez nous parler. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets, ce que vous faites en ce moment? Vous m'avez parlé tout à l'heure, vous venez de revenir de Rome. Quelles sont vos activités à ce propos? Oui, j'essaye d'attirer l'attention des jeunes collègues, surtout sur la neuropelviologie, en allant dans les congrès, en faisant des lectures
des lectures aussi par Zoom depuis les 2 dernières années en raison de la pandémie. On est en train d'introduire, parce que en 2014 j'ai créé la Société internationale de neuropalvéologie et actuellement l'intérêt est en train de croître de plus en plus, c'est-à-dire la neuropalvéologie va sans doute faire partie du cursus du chirurgien gynécologue célioscopique au niveau de la Société européenne de gynécologie et endoscopie, mais on a exactement les mêmes intentions au niveau de la société américaine d'introduire la neuropalvéologie dans ces sociétés. Bon, la neuropalvéologie, ça ne va pas être la chirurgie pour tout le monde. Pas tout gynécologue et oncologue, pas tout gynécologue et chirurgien de l'endométriose profonde. La neuropalvéologie, on est encore dans un autre monde. Ça veut dire pas tout le monde pourra apprendre ou faire de la neuropalvéologie, de la chirurgie neuropalvéologique. Par contre, je pense que tout chirurgien gynécologue, ou tout gynécologue, mais également les urologues, également les coloproctologues, et même le médecin traitant généraliste devrait reconnaître la douleur neuropathique comme soi, au moins savoir, oh, ça peut être une douleur neuropathique. Juste la brûlure, les décharges électriques sont déjà au moins un premier diagnostic et le médecin généraliste peut diriger le patient vers une meilleure prise en charge. Le problème, dans neuropalvéologie, c'est justement la description que je faisais avant avec la lampe. Quand un câble est coupé et que vous changez 3 fois l'ampoule et que ça ne marche pas, ben la lampe, pour la plupart, on la bazarde. On la bazarde dans la psychothérapie, dans la psychiatrie, voilà. Tandis qu'en neuropalvéologie, on s'axe plus sur le câble. C'est un autre monde. C'est une bonne image aussi de permettre de comprendre. Oui, mais ça, je pense que même le médecin traitant devrait apprendre à reconnaître cette douleur neuropalvéologique avant que la patiente fasse du tourisme, d'aller voir tant de spécialistes. Ça ralentit le diagnostic, ça fait aussi finalement des coûts de prise en charge et des femmes qui sont pendant plusieurs années un peu laissées... Mais pas que. Dans la prise en charge de la douleur neuropathique, il y a toujours 2 aspects. Il y a la douleur neuropathique elle-même, si par exemple j'ai de l'endométriose au niveau du nerf, ça je dois le traiter. Il y a un deuxième gros problème, c'est la mémoire de la douleur. Et cette mémoire de la douleur, elle s'incruste à chaque déception. À chaque fois que vous allez voir un spécialiste qui vous dit « je ne peux pas vous aider », à chaque spécialiste qui veut vous envoyer sur un psychiatre, à chaque tablette que vous allez prendre contre la douleur qui va vous faire des effets secondaires. Toutes ces déceptions, ça c'est le parcours de la patiente neuropathique, font qu'il y a de plus en plus de mémoire de la douleur. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça, une de vos questions, c'est quand est-ce qu'il faut opérer ? Je pense que à partir du moment où il y a une suspicion d'une douleur neuropathique avec un diagnostic clair, il vaut mieux faire une laparoscopie pour rien que de louper une vraie douleur neuropathique avec une raison qu'on pourrait traiter. Et les conséquences sur la vie des femmes psychologiques dont on parlait tout à l'heure. La douleur neuropathique, ça vous détruit la vie. C'est pas une douleur normale, c'est pas la même douleur que les autres douleurs. Et est-ce que vous auriez des conseils du coup et des retours d'expérience à nous faire sur vos propres expériences en tant que chirurgien afin d'être une patiente ou un patient éclairé? Qu'est-ce que vous conseillez aux patients dans leur prise en charge? Je pense qu'il y a qu'une seule chose, c'est de s'informer. On a vu la même évolution il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'endométriose, c'était aussi un peu l'enfant handicapé en gynécologie. Il y a tout le monde, les personnes qui s'y connaissaient. Et on a commencé à s'intéresser pour l'endométriose. Mais c'est vrai que c'est les patientes surtout qui ont fait bouger les choses dans l'endométriose. C'est les patientes parce qu'elles sont informées, qui se rendaient compte à l'époque, ah bah oui, là j'ai un spécialiste, il s'y connaît, et celui-là il s'y connaît pas. Ça veut dire c'est l'information. On se rejoint là-dessus. Ouais. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on est là aujourd'hui et que cette vidéo pourra permettre aux femmes qui hésitent à venir vous voir, déjà parce que vous n'êtes pas en France. On vous parlait tout à l'heure de la prise en charge. Vous avez fait le choix de travailler dans le privé pour des raisons dont on a déjà discuté, que je détaillerai éventuellement si d'autres femmes ont des questions. Et c'est important justement de s'informer soi-même et d'être actrice de sa santé. Ouais. C'est-à-dire se faire confiance, si on sait qu'on a quelque chose, faire aussi des choix éclairés. Ah bah oui, la douleur, c'est pas une fatalité. Exactement. C'est tout à fait ça. La douleur n'est pas une fatalité. Ça peut aller beaucoup mieux et j'en suis d'ailleurs l'exemple parce que quand je suis venue
il y a 2 ans et demi, presque 3, j'étais pas du tout dans cet Oh, état. mais vous avez pris le taureau par les cornes. Je Ouais. savais qu'il fallait qu'il y avait quelque chose à faire, j'étais déterminée et je crois que c'est cette détermination qui nous sauve en fait, tout Mhm. simplement. Mhm. Alors on a eu bien sûr des questions des membres. On va essayer, voilà, on pourra malheureusement pas toutes vous les poser, mais on essaie de faire un petit résumé. Donc il y a eu beaucoup de questions sur comment vous parvenez à libérer les nerfs en passant par le nombril. Pourquoi vous privilégiez ces techniques? Vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, parce que c'est moins invasif. Ben, disons, passer par le nombril, bon, ben, c'est une voie d'abord qui est connue en gynécologie, c'est la chirurgie cœlioscopique ou laparoscopique. Mais c'est pas le fait de passer par le nombril le plus important, c'est d'utiliser l'endoscope. Parce que l'endoscope est comme un microscope. Ça veut dire, bon, c'est pas le microscope où on voit multiplié par 100, mais on voit quand même multiplié par 5 ou 10, même un peu plus. Ça veut dire toutes ces structures, on les voit beaucoup, beaucoup mieux. On voit les nerfs, on voit les phases à l'intérieur du nerf. Et c'est très intéressant, mais nos gestes s'adaptent à la vision. Ça veut dire même si à l'extérieur vous avez un peu un tremblement, quand vous êtes par laparoscopie et que vous avez tous ces instruments sur un grand écran, ben, il n'y a plus de tremblement et vous voyez exactement ce que vous avez à faire. Deuxièmement, le problème c'est que tous ces nerfs, ils ne sont pas dans le champ de vision à ventre ouvert. À ventre ouvert, c'est difficile d'aller derrière le rectum, derrière les gros vaisseaux. On voit de manière directe. Et en fait, là, les yeux du chirurgien à ventre ouvert ont au moins déjà un mètre de distance de la paroi abdominale. La paroscopie, vous avez un endoscope et vous pouvez rentrer partout. Vous allez partout au niveau de la paroi. Ça veut dire que vous avez un accès à tous les nerfs. Et c'est ça le plus important. D'accord, je vous remercie pour cette précision. Je pense que beaucoup de personnes seraient très contentes de votre réponse, de le savoir. Il y a une patiente sur le groupe qui nous explique que son algologue, vous parlez de la douleur tout à l'heure notamment, est contre une opération qui est proposée par son chirurgien. Il y a donc des EMG pelvipérinéales avec des atteintes avérées. Comment prendre la décision de la nécessité de cette opération pour cette patiente? Ben, à mon avis, c'est toujours la même chose. C'est le diagnostic le primordial. C'est pas, on ne prend pas une décision, je vais opérer ou non, en regardant la patiente, en se demandant c'est quoi le mieux. Il faut avoir un diagnostic clair. Et c'est le diagnostic qui dira est-ce qu'il faut opérer ou non. S'il y a des douleurs neuropathiques, on opère finalement. Si on a une raison pour la douleur neuropathique, on opère. Je dis toujours, si vous allez marcher pieds nus dans le sable et que ça vous fait mal sous le pied, vous prenez une tablette, vous prenez un comprimé contre la douleur ou vous regardez sous le pied s'il n'y a pas une écharde. Et si vous trouvez une écharde, ben vous essayez de l'enlever. Ça veut dire la douleur neuropathique en elle-même, ça ne suffit pas pour opérer. L'indication pour opérer, c'est d'avoir une haute suspicion, d'avoir quelque chose, une compression vasculaire, une lésion chirurgicale, de la fibrose ou de l'endométriose, au niveau d'un nerf à une localisation particulière du petit bassin. C'est ça l'indication d'opérer. La neuropathie, si vous avez une douleur du nerf pudendal en dehors du bassin, moi je déconseille même de l'opérer. Ça c'est une douleur qu'on peut accéder avec par exemple des infiltrations de Botox. Ça marche très bien, tant contre la douleur pudendale que pour la mémoire de la douleur. Et là vous évitez une opération. D'accord, oui, donc une préconisation plus une douleur. Ça veut dire l'opération fait la preuve de votre suspicion, pas seulement de la douleur neuropathique, mais qu'est-ce que c'est qui engendre cette douleur neuropathique, et vous permet de traiter aussi la cause. Il faut avoir les deux pour pouvoir dire il faut opérer. La douleur est aussi souvent créée par une cause, c'est ça qui est important. Ah oui. Certains chirurgiens du coup préconisent d'opérer dès les premiers signes de douleur neuropathique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est toujours la même chose. Plus tôt on opère, moins il y aura de mémoire de la douleur. Mais c'est toujours la même chose. C'est pas l'indication d'opérer, c'est pas de dire je veux opérer le plus tôt possible. Il faut avoir quand même une raison. C'est comme l'endométriose profonde. L'endométriose profonde de l'urtère ou de la vessie ou du tube digestif, il opérait à mon avis le plus tôt possible, afin d'éviter d'avoir besoin de resséquer une partie du tube digestif de la vessie ou de l'urtère. Mais on ne va pas faire une laparoscopie parce qu'on suspecte une endométriose au niveau de l'urtère. Il faut avoir plus d'arguments pour ça. Tout à fait. Comment vous expliquez qu'après le retrait de certaines lésions et de l'inflammation associée,
certaines douleurs neuropathiques persistent. Est-ce qu'on peut faire des choses en pré ou post-opératoire pour éviter cela? Bah, disons, nos résultats nous ont dit qu'on a à peu près 75% de réduction de la douleur de plus de 50%. Ça veut dire avoir de bons résultats dans la chirurgie de la douleur neuropathique. C'est, j'ai une patiente, elle a des douleurs de 8, je l'opère, et si on descend à 4 ou moins, ça c'est un succès. C'est-à-dire on arrive très rarement même à 0, peut-être aussi en raison de la douleur de la mémoire de la douleur. Il faut du temps aussi, c'est Oui. important de le préciser. À partir du moment où vous avez une inflammation, un nerf, c'est pas un appendix, c'est pas un ovaire. Un nerf a besoin d'un an, d'une année pour se retaper d'une intervention. Ça veut dire que après une intervention au niveau du nerf, a fortiori, si vous utilisez la coagulation pour couper des tissus, la douleur va remonter après l'opération, c'est pratiquement toujours comme ça, et ça met à peu près 8 mois jusqu'à ce que ça descende. Il peut y avoir aussi des up and down. Ah oui, oui, bien sûr. Il ne faut pas, surtout après les chirurgies des nerfs, j'en ai fait l'expérience. Il y a eu un moment, ça a été plutôt super d'un coup, au bout de 2 mois, et puis après c'est revenu. Ah oui. Donc il y a aussi, voilà, il faut prendre le temps aussi de laisser à son son corps. Il faut avoir beaucoup de patience. Que ça soit 8 mois, 1 an, 2 ans, et puis on ne peut pas voir vraiment les résultats. Moi, il a fallu 2 ans et demi pour vraiment me dire, ok, là, c'est bon. Ouais. Donc ça prend du temps. Il y a 2 choses que vous pouvez faire aussi qui marchent très bien. La première, c'est de commencer très rapidement, déjà avant, mais si ce n'a pas été débuté avant, tout de suite après l'opération avec la prégabaline. C'est les médicaments qu'on donne contre l'épilepsie, mais qui ont été prouvés, ça on le sait de la guerre d'Afghanistan. Là, il y a beaucoup de patients, de jeunes hommes qui ont été amputés. Et on sait que quand on débute très tôt avec la prégabaline, on a quand même un impact sur la mémoire de la douleur. La deuxième, à mon avis, c'est justement ce que vous disiez avant, où vous avez pris le taureau par les cornes. Ça veut dire, après l'opération, ça ne sert à rien de rester, de s'enfermer chez soi, de rester au lit et de pleurer toute la journée, je suis une pauvre. Il faut essayer de retrouver une vie normale, et c'est justement que votre tête s'intéresse à d'autres choses, à vos enfants, à votre sport, à votre travail, va vous écarter l'attention de cette douleur. Il faut essayer de gommer cette douleur. Et la gommer, à mon avis, c'est pas forcément aller chez le psychiatre et le psychologue, c'est de retrouver une vie normale afin que vous vous oubliez, que lors de la journée, vous ayez moins de temps de penser à cette douleur. Et la troisième chose, je pense, qui peut vraiment aider, c'est de faire de l'hypnose. À partir du moment où la douleur a commencé à se réduire, également pour essayer de gommer cette mémoire de la douleur. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces réponses. Est-ce que vous pensez, donc il y a une patiente qui nous demande si les atteintes aux nerfs peuvent repousser après une opération, et est-ce qu'on peut se faire réopérer plusieurs fois? La deuxième question, est-ce qu'on peut se faire réopérer plusieurs fois? Plutôt non. Enfin, on y arrive, bien sûr, parfois on n'a pas le choix, mais c'est ce qu'il faut éviter. C'est pour ça que, par exemple, dans l'endométriose du nerf sciatique, je dis toujours aux collègues, si vous ouvrez la porte pour y aller, eh ben, il faut refermer la porte. Voilà, il faut y aller. On ne peut plus faire marche arrière. Ça veut dire que vous devez être vraiment sûr de vous. Maintenant, la repousse d'un nerf, oui, dans la mesure où vous n'avez pas complètement transséqué le nerf. Et ça, c'est par exemple le gros problème de la chirurgie du nerf sciatique. Quand vous avez une partie du nerf sciatique qui est attaquée par l'endométriose, cette partie du nerf sciatique est détruite. Ça veut dire qu'il faut la couper. Mais il faut toujours faire attention de ne pas complètement transecter le nerf sciatique, même si vous n'avez plus que 10 ou 20% du nerf et que la patiente, après l'intervention, utilise le nerf. Ça veut dire n'utilise pas toujours l'ascenseur ou les cannes, mais des chaussures à talons et essaye d'entraîner le pied. À ce moment-là, il va y avoir une repousse, mais la repousse, c'est 1 mm par jour. Ça veut dire, si on doit couper la moitié d'un nerf sciatique à cause de l'endométriose profonde, ça va durer 2 à 3 ans jusqu'à ce que la patiente ait une fonction motrice normale. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Ah oui, il faut avoir beaucoup de patience dans cette chirurgie des nerfs. Surtout, la lésion ne repoussera pas si elle est enlevée correctement, c'est-à-dire vraiment qu'on enlève tout. C'est une région qui est en plus tellement dangereuse, et on l'a déjà dit avant, quand on opère, on fait de la fibrose. C'est pas une région où j'aimerais bien y aller plusieurs fois. Je pense que opérer une fois, et puis c'est suffisant. Puis c'est assez éprouvant même pour la patiente. Et en fait, ça vaut le coup, parce que la chirurgie de l'endométriose du nerf sciatique, j'en fais depuis 2004. J'ai jusqu'à présent aucune récidive dans le ventre, oui, au niveau du rectum, au niveau de l'utérus, des ovaires, mais au niveau du nerf sciatique, non.
Et ça a peut-être à voir aussi avec ma formation. Je suis oncologue. Je ne suis pas gynécologue. Ça veut dire, je suis gynécologue, mais ma formation, c'est l'oncologie. Et là, la philosophie, elle est différente. Le gynécologue généraliste va prendre un nodule et va couper autour pour enlever le nodule. Tandis que l'oncologue va disséquer tout autour pour après couper avec des zones, voilà, une ablation. Là, il ne faut surtout pas coaguler au niveau du nerf sciatique. Ça, c'est vraiment l'ablation. Il faut couper l'endométriose et il faut couper en zone saine. Ça veut dire qu'il faut avoir une marge de sécurité. Et c'est des opérations qui sont, du coup, à cause de ces éléments, donc vous nous évoquez, vraiment risquées. Ah oui. L'endométriose du nerf sciatique, il faut être entraîné dans la chirurgie rétropéritonéale. Ça doit être en fait un mix entre le chirurgien de l'endométriose et le chirurgien oncologique. Oui. Et c'est justement votre formation qui fait que... C'était ma formation en Allemagne. Moi, j'ai eu les deux. La chirurgie de l'endométriose profonde faisait partie de la chirurgie oncologique et j'en suis très très heureux. C'est complémentaire finalement. Et j'ai encore un avantage, la troisième chirurgie complémentaire, c'est la cardiovasculaire que j'ai faite. Oui. Ça veut dire, là, je me suis entraîné, j'ai appris à opérer les vaisseaux, à savoir ce qu'il faut faire avec les vaisseaux, quel vaisseau j'ai le droit de couper ou non, et comment. C'est très intéressant, je suis sûre que vraiment les patientes qui vont regarder cette vidéo vont être très contentes de ce que vous nous dites, parce que j'ai tellement souvent ce genre de questions et les chirurgiens, peut-être comme vous dites, parce qu'ils n'ont pas votre triple casquette, n'ont pas toujours une réponse viable à leur donner sur le coup. Ils n'ont peut-être pas tous les cheveux gris comme moi. Oui, peut-être aussi. C'est 40 ans d'expérience en fait. Et c'est ce qui était important justement par cette vidéo, de venir vous voir pour leur montrer que justement, si elles viennent jusque-là avec la détermination que j'ai eue, elles auront sûrement au moins des réponses peut-être. Vous vouliez dire, ils vont rencontrer un homme aux cheveux gris. Exactement. Est-ce que, parlons un petit peu, il y a des opérations qui n'ont pas eu l'effet escompté, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ah bah oui. Ah bah oui, c'est ce que j'ai dit, on a à peu près 75% d'amélioration de la situation, ça veut dire on a 25% de patients où on n'a pas réussi à améliorer la situation. Donc c'est quand même des risques à prendre en considération. Ah oui, oui. Dans le domaine de la douleur, je pense que si un médecin de la douleur ou un chirurgien de la douleur devait dire il arrive à régler à 100% tous les problèmes, là je crois qu'il vaudrait mieux se retourner et aller voir le suivant. Parce que la douleur, c'est tellement subjectif. Parfois, j'ai des patients qui me demandent, est-ce que vous pouvez me prouver, me certifier à 100% que je ne vais plus avoir de douleur? En général, ma réponse, elle est toujours la suivante. Je leur demande, prouvez-moi d'abord que vous avez de la douleur. C'est une très bonne réponse. Et oui, parce que si finalement vous les croyez, pourquoi on devrait... La douleur, on ne peut pas la... Quand je demande aux patients, elle est à combien votre douleur de 0 à 10, je me rends compte, il y a certaines patients, elles ont vraiment de grosses difficultés à dire c'est 5 ou 6 ou 8. Pour moi, c'est encore plus difficile de dire comment ça va être après une opération, sans avoir au départ, savoir exactement ce que je vais trouver au niveau du nerf. Surtout si vous n'avez pas des IRM probants, ou si voilà. Parce que dans certains cas, comme vous le disiez, tout n'est pas aussi limpide sur toutes les patientes. Le diagnostic n'est pas toujours évident à faire. Non. Est-ce que du coup, à partir du moment où les nerfs sont touchés, est-ce qu'il faut obligatoirement opérer, ou on peut retrouver une vie normale sans opérer? Vous nous parlez du Botox, oui, ça des nerfs pudendales notamment. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres nerfs où on peut se dire par exemple, mais là c'est peut-être mieux de faire de la rééducation, de faire des infiltrations? Oui, le gros problème c'est toujours la douleur neuropathique, c'est une information qui est transportée par un nerf au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'on a deux possibilités. Ou alors on traite la cause qui induit cette irritation du nerf et la création de cette information, ou alors on bloque ce nerf. Et bloquer une chose qui est bon, bloquer un nerf, pour tester l'effet de la blocade, on utilise de l'anesthésie locale. Mais à long terme, c'est vrai qu'il n'y a que deux possibilités pour bloquer le transport de l'information d'un nerf. L'un, c'est le Botox, mais le Botox, on peut l'utiliser qu'au niveau des nerfs qu'on peut bloquer. Par exemple, un nerf honteux, on peut le bloquer d'un côté parce qu'on en a deux. Vous ne pouvez pas bloquer un nerf honteux dans la cavité pelvienne ou alors un nerf sciatique. Parce qu'on ne peut plus marcher. Voilà, exactement. La deuxième façon de bloquer une information de ça fait mal qui va au niveau du cerveau, c'est la neuromodulation. Ça veut dire mettre des électrodes avec un pacemaker. Heureusement,
On n'a pas très souvent, c'est pas très souvent nécessaire d'avoir recours à la neuromodulation. Là, la laparoscopie a l'avantage, c'est qu'elle peut nous permettre de mettre l'électrode directement au niveau du nerf. Et en général, l'indication de la neuromodulation, c'est quand les nerfs ont été lésés, quand il y a une coupure des nerfs ou une coagulation. Voilà. Donc il faut arriver, comment dire, le modulateur qui est inséré, Voilà. c'est vraiment en dernier cas, si on ne peut Voilà. plus rien faire Voilà. en termes de chirurgie. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que c'est nécessaire de prendre des antalgiques spécifiques aux nerfs après l'opération? Vous parlez du Lyrica. Voilà. Vous nous avez expliqué pourquoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce sujet? J'aurais tendance à... Pour moi, c'est vrai, j'aime bien travailler avec la prégabaline en post-opératoire et même avec des doses importantes. Ce qu'il est aussi important quand même de suivre la patiente la première année après l'intervention. Nous, on les suit avec un formulaire. La patiente, je pense pas que ce soit un avantage si elle essaie d'être forte et de supporter la douleur. Parce que ne plus avoir mal, finalement, c'est ce que j'ai vécu au début. Vous savez, à cause de mon autisme, je voulais pas prendre ce type de médicaments parce que j'avais peur des réactions, parce que j'en ai déjà pris d'autres formes. Mais j'ai commencé très bas et finalement, même à 50 mg, j'ai été soulagée. Ça m'a permis d'être 5 mois sans douleur et juste de penser à autre chose, de bouger, de voyager à nouveau. Et ça a fait du bien aussi au moral pour récupérer un peu de force. C'est justement ça, ce que je disais avant, de voyager, de bouger, de faire des études et tout ça, ça veut dire d'écarter votre attention de la douleur. D'être active à nouveau et pas de retrouver une vie normale dans ce qui est notre normalité ou de créer autre chose, de passer une autre étape. Et de traiter, de gommer la mémoire de la douleur. Exactement. C'est exactement ça, on en revient toujours à ça. Donc c'est pour ça que vous préconisez du coup cette prise en charge. Voilà. Je pense pas qu'il faille laisser la patiente en post-opératoire avec de la douleur. Il faut essayer de la contrôler le plus possible. Pour l'avoir expérimenté, c'est très très difficile et ça peut rendre vraiment fou concrètement. Si on ne retire pas ces lésions, est-ce que vous considérez que c'est un traitement viable, utile, ces prises d'antidouleurs? Parce que c'est ce qu'on nous propose beaucoup malheureusement en France aujourd'hui quand les chirurgiens, sans vouloir nommer quelqu'un en particulier, mais quand malheureusement ils n'ont pas les compétences, les capacités, ils ne savent pas diagnostiquer, on nous donne des antidouleurs, mais on ne retire pas les lésions. Est-ce que c'est viable sur le long terme? À long terme, un traitement médical de la douleur à long terme, je pense qu'il sera à long terme beaucoup plus cher déjà que le traitement chirurgical. Deuxièmement, c'est vraiment un traitement à long terme. Ça veut dire, vous ne vous posez pas la question, c'est quoi la raison de la douleur? Vous traitez la douleur avec un traitement médical. Moi, j'ai un peu un problème avec ça pour deux raisons. Le premier problème, c'est qu'un traitement médical pourra suffire aujourd'hui, mais plus demain. Ça veut dire l'évolution, voilà. En fait, ça gomme l'évolution de la maladie qui peut avoir un impact sur d'autres organes dommageables. Il y a une habituation aussi. Ça veut dire, même si on prend la prégabaline, au cours des années, vous allez devoir augmenter la dose peu à peu, et à ce moment-là, vous aurez des effets secondaires qui vont croître également. Ça veut dire, vous allez perdre la qualité de vie. Deuxièmement, pour moi, au niveau intellectuel, si j'ai une raison que je peux traiter, à ce moment-là, je ne traite pas le symptôme, je traite la raison. C'est un principe, pas de chirurgie, c'est un principe de médecine, c'est un principe de vie. Si vous avez une raison, que vous trouvez une raison pourquoi vous avez une fuite d'eau dans la cave, vous allez traiter, vous allez régler la raison. Et mettre un nouveau tuyau au lieu de mettre juste... un seau pour récupérer l'argent. C'est un principe logique en fait. Moi ça me paraissait tout aussi logique et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue vous voir, on est bien d'accord là-dessus. Parce que c'est vrai qu'au bout de 2 ans de médicaments qui n'avaient pas d'effet, je trouvais que c'était trop limité et j'étais aussi dans cette dynamique de comprendre mais pourquoi j'ai mal en fait. Pas juste ok j'ai mal, mais pourquoi j'ai mal, qu'est-ce qui se passe? Et vous nous avez bien expliqué tout ça dans vos précédentes réponses. On a aussi pas mal de personnes sur le groupe qui ont des troubles digestifs et intestinaux. Est-ce que vous pensez que ces troubles peuvent être liés aux atteintes neurologiques? Oui. Notamment dans l'estomac, dans le côlon? Oui. Surtout qu'en général, quand vous avez une douleur, vous avez également une participation du système végétatif.
Et le système végétatif, il est partout dans tout le corps. Mhm. Ça veut dire, le système végétatif, je dis toujours, c'est comme du foin. Si vous mettez le feu à quelque part, à un coin du foin, tôt ou tard, il y a tout le foin qui va brûler. C'est le système végétatif, c'est la même chose. Même si vous avez un problème qu'au niveau du système végétatif dans le bassin, tôt ou tard, il y a tout le système végétatif qui va s'enflammer. Vous aurez des mal au niveau de la nuque, au niveau de la tête, au niveau des épaules, des douleurs à distance. Ça, c'est pratiquement sûr. Il ne faut pas oublier aussi que les problèmes de vessie, les nerfs de la vessie, les nerfs du tube digestif, font partie des nerfs du petit bassin. C'est pour ça que lors de notre examen neuropalvéologique, on examine également les fonctions digestives et vésicales. Il y a aussi un troisième aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous avez des problèmes digestifs et des problèmes de la vessie dans le cadre de douleurs neuropathiques, ça peut être également un effet secondaire des médicaments. Ah oui. Si vous prenez de la morphine à haute dose, ben vous aurez une constipation. Si vous prenez de la prégabaline à haute dose, ça va vous endormir les nerfs de la vessie et vous aurez plus de difficultés pour vider la vessie. C'est très important parce que souvent, quand on prend des médicaments, il y aura des effets secondaires. On n'en parle pas assez et c'est pour ça que dans certains cas, comme vous dites, la chirurgie peut être peut-être une meilleure solution. Les médicaments, ils ne se posent pas la question quels nerfs font mal. Les médicaments contre la douleur, voilà. Ou alors ils essaient de bloquer le transport de l'information, ça fait mal en direction du cerveau, ou alors ils bloquent l'information directement au niveau du cerveau. Mais pas seulement les nerfs qui font mal, mais les autres nerfs aussi. Et c'est ça les effets secondaires. Ça a des conséquences dommageables. Est-ce que vous pouvez nous dire si à la ménopause les douleurs neuropathiques persistent? Parce qu'on entend beaucoup pour l'endométriose qu'à la ménopause on sera tranquille. Non. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Non, si vous avez une compression d'un nerf par un vaisseau, par un tumeur, la rentrée en post-ménopause ne changera rien du tout. Dans l'endométriose, c'est exactement la même chose. L'endométriose, si vous rentrez en post-ménopause, l'activité de l'endométriose, elle va décroître, c'est vrai, mais toute cette fibrose qui appuie sur le nerf, elle restera. C'est-à-dire vous aurez les mêmes douleurs neuropathiques. Si vous avez un gros vaisseau ou un fil qui appuie sur le nerf, de rentrer en post-ménopause ne changera rien du tout. La ménopause peut régler le problème de l'adénomyose, par exemple l'endométriose dans l'utérus, mais pas l'endométriose au niveau des nerfs. D'accord. Merci beaucoup, professeur Kossauer. C'était un plaisir. J'ai beaucoup aimé notre échange, comme d'habitude, très riche. C'est moi qui vous remercie. Ça a été dur de sélectionner toutes ces questions parce qu'on en aurait tellement plus à vous poser, mais voilà, vous nous avez déjà accordé beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des choses à rajouter que vous souhaitez dire aux femmes françaises ou même dans le monde qui regarderont cette vidéo? Se battre et ne pas accepter que la douleur neuropathique, ce qu'on avait déjà dit avant, soit une fatalité. Tout à fait. Et surtout quand ce sont des douleurs neuropathiques très spécifiques, telle la vulvodynia. La vulvodynia, ou alors chez l'homme, c'est la prostatitis chronique, ou alors certains collègues appellent ça aussi la cystite interstitielle, même si c'est une vraie maladie. Mais tout ça sont des termes qui sont un peu une impasse pour les patients. Qui perdent leur sens parce qu'on pose ce diagnostic, mais il n'y a pas de solution proposée derrière. Non, c'est un beau nom pour un symptôme, mais pas pour une cause d'une maladie. Tout à fait. Mais merci beaucoup en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Mes futurs engagements et les futures activités. Bon courage à vous et bon succès à toute votre association. Merci beaucoup, professeur.